Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Et ce soir, on repart sur les traces de la bête du Gévaudan avec Daniel Dumentier. Bonsoir Daniel. Bonsoir Damien, heureux de te retrouver. Eh ben oui, 2 ans après notre première vidéo, donc sur le même sujet, on vous retrouve avec donc un livre sur la bête du Gévaudan. Alors, comment vous est venue l'idée d'ailleurs de vouloir retranscrire tout ça dans un livre justement? En fait, ça fait tellement longtemps que je cherche et que je travaille sur cette histoire qui me passionne, comme pour beaucoup, que je me suis dit que par rapport à mes théories, ça sortait un peu de l'ordinaire et que ça vaudrait peut-être le coup de le mettre par écrit et d'en faire profiter un peu tout le monde, hein, de façon à expliquer comment je suis arrivé à mes déductions, de façon à ce que ça soit bien clair, que les gens comprennent le raisonnement pour arriver à mes fins. Vous pensez qu'il est encore possible de pouvoir avoir le fin mot de l'histoire ou ça restera malgré tout que des théories entre guillemets? On n'aura jamais vraiment une confirmation, des faits, hein, parce que moi je pense à des faits criminels. C'est pas des faits naturels. Donc dans ce cas-là, si c'était un animal sauvage, évidemment il y aurait pas d'éléments. Mais là également, et on n'arrive pas à voir, évidemment de gens qui se confessent, d'avoir créé des problèmes, hein. Donc il y a pas de preuves à 100%. Ce qu'on a fait, c'est une enquête comme n'importe quelle enquête de police ou de gendarmerie, et on est arrivé en trouvant bien des preuves, à avoir une présomption bien en place pour dénouer l'affaire et trouver qui était aux manettes et qui était sur le terrain. Ouais, parce que pour vous, du coup, ce serait donc d'origine criminelle. C'est ça, il n'y a pas derrière de comportement naturel d'un loup ou comme on l'a dit, peut-être d'un chien qui se serait mélangé avec un animal sauvage, avec un loup et qui aurait donné un hybride un peu plus agressif. Ouais, non, le problème, c'est que c'est soit un animal sauvage en dehors de toute action et protection humaine, soit un animal contre pas 50 solutions. Le problème, c'est que sur un animal sauvage, les façons de faire de la bête, les descriptions, et il y en a énormément, hein, sur 3 ans, il y a énormément de descriptions et elles se rejoignent toutes, hein. Donc, on voit bien qu'un animal sauvage n'agirait pas de cette façon-là. On le voit notamment dans le fait que l'animal, bien qu'ayant mangé, continue à attaquer et tuer. Il y a aucun raisonnement naturel dans cette histoire de bête. Alors, ce qui est intéressant justement, c'est que vous êtes spécialiste du comportement animal, vous avez dressé des chiens également, vous avez été maître chien, éleveur. Donc, j'imagine que forcément, quand vous entendez parler de cette histoire de la bête du Gévaudan, ça doit un petit peu résonner en vous puisque vous connaissez comment les animaux fonctionnent. Et pour vous, ça veut dire qu'il y a quand même il y a quelque chose qui colle pas dans le narratif, en fait, on va dire, du loup ou de l'hybride. Oui, c'est vrai, effectivement, ça ne colle pas. D'abord, si on se base sur les témoignages, ils sont encore une fois très semblables les uns les autres, il n'y a pas de grosses différences. On peut distinguer plusieurs périodes dans cette histoire. La première période, on va avoir un animal excessivement puissant, excessivement redoutable. Il toise plus de 3 pieds de haut, c'est-à-dire un peu plus d'1 mètre. Il a une force herculéenne, il arrive à sauter des murs incroyables, et surtout, les descriptions sont très cohérentes, c'est-à-dire que c'est un animal qui attaque avec ses pattes. Donc il se Ouais. sert de ses pattes avant, de manière à bloquer sa proie, si je peux dire ainsi, et avec sa tête, eh bien, il va étouffer, étrangler sa victime pour l'amener la faire mourir, pardon. Ça, c'est très cohérent, et c'est les façons de faire qui sont pas celles d'un canidé. Parce qu'un canidé, lui, contrairement, n'utilise pas ses pattes au moment d'assaillir sa proie. Il va plutôt la tête en avant et il va se servir de sa mâchoire pour retenir sa proie. C'est très Mmh. différent, et c'est 2 façons de faire cohérentes mais différentes. Donc chacun, mais après on peut le voir, il suffit d'avoir des chats à la maison et vous voyez que vous retrouvez les mêmes façons de faire. Parce qu'un félin, c'est un félin, hein, de toute façon, hein, donc et il attaque de la même façon, il se sert de ses pattes pour saisir sa proie. Alors évidemment, là, on a un animal excessivement puissant. Les descriptions nous donnent un animal de couleur fauve, avec un peu de blanc sur le poitrail. Tout ça, on va retrouver ça constamment. Après, les témoignages parlent d'une bête qui a des griffes rétractives, qui attaque à coups de patte, et là encore, donc on est vraiment dans le fer. La première partie,
Comme je l'avais déjà expliqué il y a quelque temps, sur la première émission qu'on a fait ensemble, la première partie pour moi, c'est un félin, c'est, un concours de circonstances, une bête qui s'échappe sur un trajet et qui va semer le trouble. C'est un animal plus ou moins apprivoisé, donc bah, quand il va avoir faim, il va se rapprocher des hommes et des maisons. Il va chercher de quoi se nourrir et à mon avis, à un moment, pas de chance, il est tombé sur quelqu'un, il l'a tué et puis il s'est aperçu que ça pouvait bien le faire, quoi. Alors, on va juste parler un tout petit peu de votre livre avant de revenir un peu plus profondément dans cette histoire de bête. Donc, votre livre, il a une particularité, c'est que c'est une sorte de roman, évidemment avec des informations qui sont toutes factuelles, vérifiées avec des vraies dates, des vrais personnages, hein. Mais on est vraiment sous la forme d'un roman avec un narrateur en fait qui se place en observateur envoyé par le roi Louis XV et qui a pour mission d'observer comme ça la mise en place un peu des chasses, des battues, de l'organisation et de la bonne gestion des hommes sur le terrain et surtout d'identifier la bête, en fait. Donc ça, j'ai trouvé que c'était, vraiment fantastique et très novateur, pour un livre justement sur ce sujet-là. Donc voilà, donc bravo déjà pour ça parce que je trouvais que c'est vraiment très, très bien écrit et merci encore une fois de m'avoir envoyé le livre et je trouve que c'est un livre, vraiment passionnant, justement pour sa facilité de lecture. En fait, on est pris dedans, on a envie d'aller, au bout, et de continuer en permanence. Je veux juste voir où tout ça va nous mener et ça change un peu de ces livres très, très lourds comme ça, très, universitaires sur la bête et les chasses de l'époque et cetera. Là, je trouve que vous avez fait un travail fantastique. Voilà, donc je Bah, tenais à le dire. merci, ouais, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup de votre part que vous avez tellement l'habitude de tous ces faits que ces compliments me vont droit au cœur. Oui, en fait, j'avais pas trop envie de faire une chronologie de morts et de d'attaques. Et je m'étais dit que ça serait plus sympa pour nos lecteurs d'avoir, alors certes légèrement romancé, mais effectivement, comme vous l'avez dit, tous les faits cités sont vrais, hein. Il y a juste mon personnage de fiction qui permet de faire le lien dans toute cette affaire. Et surtout, je voulais faire un peu comme un carnet de voyage, un peu, si je peux dire. C'est-à-dire que mon personnage note au jour le jour ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Il a une relation avec les gens du territoire, de la région. Et tout ça, ça le note. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses dites dans la partie roman, beaucoup de choses. Alors tout est vrai, encore une fois, même si ça a l'air incroyable, même si ça a l'air horrible, tous les faits sont vrais. Il suffit juste, si vous voulez la vérité pure, il suffit de retirer le personnage du chevalier et tout le reste c'est vrai. Il y a que mon personnage qui est faux. Sur la deuxième partie de l'ouvrage, on va passer plutôt à l'enquête sur la Nia. C'est pas juste le roman. Le roman permet juste d'écrire la chronologie des faits sur les 3 années. Et juste après, sur le même livre, bien sûr, en deuxième partie, nous avons l'enquête avec tous les mystères éclaircis, je l'espère, de façon à arriver à la conclusion. Et une conclusion qui est, on va dire, assez surprenante. Vous faites intervenir des personnages dont je n'avais jamais entendu parler avant. J'ai l'impression que vous êtes un peu un des premiers à chercher de ce côté-là. Pourquoi, alors non, peut-être qu'on va garder ça peut-être pour la fin, parce que là, je m'avance peut-être un petit peu trop vite si on commence à parler un peu de ça. Mais juste avant, revenons sur la bête, parce que moi, j'ai pas mal de questions. On sait que cet animal commence à attaquer donc en avril 1764, même si, officiellement, ça commence début juin on commence vraiment à prendre peut-être l'importance de ce qui est en train de se passer, un peu plus tard, bien après les attaques. D'ailleurs, comment on explique ce laps de temps là, entre avril et juin où on fait quoi? On se dit: Parce «Ouais, que c'est pas grave»? Ouais, mais non, c'est pas ça. C'est que les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe. Mmh. C'est-à-dire que d'ailleurs, on retrouve pas énormément de documents sur cette partie-là. On trouve surtout des courriers qui disent que ça fait quelques mois que l'animal rôde dans les montagnes et qu'il attaque et qu'il y a 8 ou 10 personnes qui ont été tuées. On trouve pas qui a été tué, quand et où. C'est pas ferme, c'est déjà en cours, mais personne n'a pris le parti de vraiment noter ce problème-là. Mais avant, souvent, le problème, c'est que les gens mouraient beaucoup en montagne, hein, parce que, si vous voulez, les pauvres marchent. Les riches vont sur des chevaux ou des mulets, mais les pauvres, ils marchent. Et quand vous avez besoin d'aller voir la famille ou de trouver un travail, en général, c'est à l'autre côté de la montagne, hein, vous avez tout Mmh. traversé. Et vous avez beaucoup de gens qui tombent, soit de fatigue, soit agressés par des malandrins, soit ils se blessent en tombant, peu importe, si je peux dire.
Et donc il y a finalement, on trouve beaucoup entre guillemets, enfin c'est une façon de parler bien sûr, mais on va trouver souvent des gens mourants ou morts sur les chemins ou les routes, et donc on fait pas forcément le lien avec une bête qui serait en devenir, la bête du Gévaudan, quoi. Et effectivement, sur les premières attaques recensées, là, on va commencer vraiment à noter et quantifier les attaques et vraiment faire des rapports. La bête du Gévaudan, c'est le 18e, c'est un moment charnière, c'est le dernier grand roi, c'est Louis XV, et c'est le début de la presse. Début aussi d'une certaine forme d'utilisation des fonctionnaires, si je peux dire ce terme-là pour les gens qui vont intervenir, qui vont avoir vraiment une demande de faire des rapports circonstanciés sur les choses qui se passent. Et là, c'est pour ça que sur les 3 ans, on a énormément de documents. Et il suffit de savoir lire, comme je dis toujours, et si vous savez lire, bah, vous allez trouver beaucoup de choses. Ouais. Moi, j'ai été absolument abasourdi de trouver un texte sur une lettre du comte de Morangiès qui dit, qui sur une lettre qu'il envoie à Lafon, et qui dit on sait que la bête vient d'Afrique, on va arriver au temps froid et la bête va tuer encore davantage. Mais ce texte-là, moi je suis pas magicien, hein, si je l'ai trouvé, tout le monde peut le trouver, faut pas abuser. Mais simplement, comme je dis toujours, bah, certains auteurs font leur marché, certains auteurs font leur marché, et ils prennent seulement les pièces qui les intéressent, seulement les pièces qui vont dans leur sens. Et là, si vous récupérez toutes les pièces et que vous prenez comme moi le temps de les lire, de réfléchir, etc., vous voyez que un animal sauvage n'est pas la solution de l'histoire. Impossible. Mais alors là, c'est super intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que, en gros, on aurait quand même la clé de l'énigme avec ce qui se dit dans cette lettre. Parce que la bête vient d'Afrique. Bon, ben, on imagine immédiatement, voilà, que ça peut être un félin, comme vous le dites. Et pourquoi faire l'impasse là-dessus, puisqu'il est écrit, il est dedans. Donc, qu'est-ce que ça leur apporte aux historiens de cette affaire de se dire, bon, ben, ça, je vais le cacher. Pourquoi? Il faut bien comprendre que la plupart des historiens vont plus simple. Ils vont pas chercher forcément une intervention humaine. Pour eux, c'est des loups. Puis quoi d'autre après tout, hein, en France, il y a pas d'autre. Ils ont pas cherché l'humain. Très peu, hein, à part des gens comme Chevalet qui avait écrit un roman très sympa. Après, bien sûr, plus tard, Michel Louis ou des gens comme ça, ou René Francis Dubois, qui ont vraiment écrit dans le sens d'avoir une intervention humaine. La plupart des historiens, bah, vous savez, c'est des gens, comment je vais dire sans être méchant, c'est des gens qui travaillent dans un bureau, hein, ils sont pas au contact des animaux, ils font pas de dressage, ils font pas d'élevage. Les loups, ils les voient à la télé et puis ça s'arrête là. Donc si vous êtes pragmatique et vous dites, bah, quel animal pourrait être tué et en France à cette époque, bah voilà, c'est le loup qui vient comme principal suspect et pourquoi pas. Mais le problème, c'est que moi, ce que je comprends pas, c'est que ils ont pas fait un boulot d'historien. C'est pas possible. Parce que moi, je n'ai pas l'étiquette historien. Moi, je le dis souvent, je m'en vante pas, c'est comme ça. J'ai pas été longtemps à l'école, mais bon, j'ai étudié comme tout le monde, hein, enfin comme normalement comme tous les auteurs de la bête devraient le faire. Il y a des textes, il faut les étudier, les lire, et puis là, vous comprenez beaucoup de choses. On retrouve tout. Moi, j'ai dénoué tous les nœuds là. On peut rien me reprocher parce que je me base que sur les textes. Et ces textes, on y a vraiment accès facilement comme ça, en fait? Quand on cherche des textes, comment ça se passe d'ailleurs? Ah, vous pouvez aller aux archives, hein, si vous voulez. Après, vous avez des ouvrages qui sont vraiment très intéressants, hein, parfois décriés par certains, mais je sais que la dernière fois qu'on a fait une émission ensemble, Damien, il y a quelqu'un, je crois que c'est quelqu'un que vous avez déjà invité, qui m'a mis un pamphlet, un soufflet en me disant, parce que moi j'avais cité le livre de l'abbé Pourchelet, et en disant que l'abbé Pourchelet, c'était que de la tradition orale et qu'il y avait rien derrière et qu'on pouvait pas s'appuyer dessus. Donc voilà, mais je sais que c'était cette personne-là parce qu'il me l'avait déjà sorti. Mais le problème, c'est même pas ça, c'est que l'abbé Pourchier est le seul à avoir retranscrit intégralement certains textes. Peut-être pas tous, mais certains textes, en tout cas les textes connus à son époque.
Après, ce que je veux bien entendre et ce que je veux bien comprendre, c'est que sa théorie ne satisfasse pas à personne. Maintenant, aujourd'hui, plus personne pense que Dieu a envoyé la bête pour créer le malheur dans la région. Mmh. Évidemment, je le comprends, je le consens, il y a pas de problème. Mais maintenant, ça n'empêche pas que tous les textes qu'il reproduit sont exactement fidèles au vrai texte. Contrairement à certains livres, comme le livre de Xavier Pic, par exemple, où ce monsieur, pourtant prêtre, se permet de falsifier tous les textes en remplaçant les mots de bête ou de bête féroce, il met loup partout. Il change tous les textes, il les refait à sa façon. Et là, Mmh. vraiment, ça, c'est vraiment pas bien. Ça, c'est vraiment bricoler l'histoire vraiment d'une manière honteuse. Moi, je trouve ça honteux, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est vrai que ça, c'est intéressant puisque vous parlez de l'abbé Pourchet. On pourrait imaginer qu'à cette époque-là, lui, il essayait peut-être de créer une sorte de narratif un peu religieux en expliquant que la bête était peut-être une sorte de démon envoyé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être est-ce qu'à cette époque-là, il n'a pas utilisé justement cette bête pour le tourner, on va dire, à son avantage? Alors lui, non, parce que en fait, bon, c'est un bonhomme, on voit bien, c'est un bonhomme, il est sincère, il reproduit les textes. Par contre, c'est un religieux de son époque. Pour lui, bah, il voit un fléau envoyé par Dieu. D'abord, il a sous-titré son livre Le Fléau, hein, je sais plus exactement, Le Fléau machin. Et en fait, pour lui, c'est une action divine pour punir les hommes d'avoir eu des comportements peut-être pas aussi clairs qu'il faudrait. Mais ça, bien sûr, moi le premier, je vais vous dire, bon voilà, mais à son époque, pour un prêtre, c'était logique de penser ça, de comprendre ça, hein, donc on peut pas lui reprocher. Par contre, encore une fois, moi j'insiste surtout sur le fait que les textes sont originaux et à la portée de tous. Alors après, il faut savoir qu'on a trouvé d'autres textes après, parce que ça date début 1900, mais après on a trouvé d'autres textes quand même, hein, qui peuvent amplifier et expliquer encore davantage les choses, hein. Pour en revenir à cet animal, c'est vrai qu'il y a quand même une autre particularité, c'est que pendant les chasses, on pouvait lui tirer dessus, l'animal se relevait. Enfin, il y a même une dimension un peu fantastique, autour de cette créature. Est-ce que tout ça, on peut vraiment y accorder du crédit ou c'est des choses qui sont ajoutées à l'époque et amplifiées peut-être, j'en sais rien, ils lui ont tiré dans la patte, l'animal vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'a pas Ouais. un peu, créé une légende? Moi, je pense que dans les débuts de l'affaire, moi, j'ai toujours pensé, encore une fois, pour les raisons que je vous ai indiquées, que c'était un fauve, un grand félin. Ils sont quand même très solides, hein. Quand vous regardez, bon, ça, pour les gens que ça intéresse, il y a des films qui existent sur les chasses au lion. Il faut quand même plusieurs balles de lourd calibre pour les arrêter, pour les stopper. Après, quand vous avez un témoignage où ils vous disent que la bête sous l'impact va crier, donc il est touché, il est bien touché, mais peut-être qu'il va tomber sous l'impact, mais il n'est pas suffisamment blessé pour être vraiment mis en danger. C'est comme s'il prenait un grand coup à l'endroit où la balle arrive. Alors après, beaucoup ont pensé à une cuirasse, hein. Peut-être que l'animal, à un moment ou un autre, est équipé d'une cuirasse qui le met à l'abri, un peu comme dans le style d'un gilet pare-balles. Mais ça, c'est pas possible au début. Au début, je pense que c'est simplement que l'animal était beaucoup plus puissant que certains fusils, pas tous, mais que certains fusils qui ont été utilisés, hein. Parce qu'en fait, les armes de l'époque, c'était quoi? On n'avait pas des C'était pas si performant que ça? Si, par exemple, les hommes de Duhamel, eux, ils avaient des armes de guerre. Pour l'époque, c'était excessivement puissant. Mais les premières chasses, notamment au bois de la Baume et des choses comme ça, pas loin du château, je suis pas sûr que les balles étaient excessivement puissantes et je suis pas sûr que la bête était vraiment à portée, quoi. Parce que les gens, ils avaient peur quand même, hein. Ils chassaient, mais en même temps, ils chassaient de loin, hein. Un peu plusieurs contextes qui interviennent là. Peut-être des armes pas assez fortes. Je parle au début de l'affaire, hein. Peut-être des armes pas suffisamment fortes, l'animal beaucoup trop loin par rapport à la puissance de feu, une puissance de cet animal importante. Mais après, quand les chiens vont prendre le relais, là, je pense que effectivement, on peut parler de cuirasse qui aura été mise sur le dos des chiens, quoi. Ouais, parce que dans le livre, vous le dites, hein, à un moment donné, c'est-à-dire que comme cette bête se relève, la population commence à se persuader un peu que la bête est invincible, qu'elle est surnaturelle, qu'elle est capable de charmer les armes, limite d'être immortelle, en fait. Donc
Au sein de la population, on a l'impression que oui, se crée une sorte de mythe en fait de cette chose, de cet animal qui est même au-delà d'un animal en fait. Oui, ben c'est déjà, il faut bien voir que sur toutes les époques, il y a eu trois intervenants. Donc, on a eu du Hamel, on a eu les Louvetiers d'Enval, et puis ensuite François-Antoine. Et dans toutes les époques, on retrouve la même chose. Les gens ont très peur. Et on peut les comprendre d'un animal qui n'a qu'une envie, c'est de vous manger, quoi. C'est une peur que nous, les humains, on a depuis le temps des cavernes, si je peux dire. Ça nous est Mm. resté. Ça fait partie de l'inné, hein. C'est pas de l'acquis, mais c'est de l'inné. On a cette peur instinctive qui nous terrifie d'être attaqué par des bêtes, hein. Donc il y a ça, le fait aussi que l'époque, c'était très catholique, et si vous voulez, s'il y a le bien, il y a le mal aussi. Donc si vous croyez en Dieu, vous croyez au diable. Donc effectivement, les je veux dire les paysans, parce que c'était plutôt une région de paysans, bah, ils vont vite avoir peur de cet animal. Effectivement, il est tiré, et malgré qu'ils prennent des coups de feu, il tombe et se relève. Bah oui, vous savez, à l'époque, ça suffisait pour y voir un animal sorcier, un loup-garou ou des choses comme ça. Mais c'est tout à fait logique, hein. Moi, je me permettrais même pas de me moquer de ces gens-là. Ils devaient vivre à cette époque-là dans une terreur incroyable, parce que sur 3 ans, vous avez beaucoup de choses qui circulent. Tout le monde est au courant de l'affaire. Et on envoie des gosses garder les moutons ou quelques vaches dans un coin. Et, Ouais, ouais. et, et d'ailleurs, pourquoi les parents prenaient le risque comme ça de laisser leurs enfants malgré tout garder les vaches en sachant qu'il y avait cette chose qui rôdait? Moi, ça m'a toujours un peu intrigué. Ils étaient obligés vraiment ou il y avait... Ils n'avaient pas grand choix, hein, parce que vous savez, c'est pas des fermes comme on voit aujourd'hui avec des centaines d'hectares et des ouvriers, hein. En général, c'était le père, mère et quelques enfants. Et puis voilà, il y avait 2 vaches à faire pâturer ou quelques moutons. Il y avait pas trop de vaches à l'époque, hein, mais il y avait peut-être plus un peu de moutons. Et ces moutons-là, quand ça mange dehors, ça coûte rien. Si vous voulez rentrer à l'étable, faut leur donner du foin ou vous voyez, des choses comme ça. Donc, il fallait bien les faire pâturer et les sortir de l'étable, hein. Donc, comme vous avez le père qui est au champ et la mère qui fait un travail autre, bah, il y a plus que les gamins pour sortir la bête, les vaches, hein. Et Hmm. puis, bah, chacun essayait un peu de se débrouiller, hein. On donnait des bâtons, vous savez, ils mettaient ils mettaient leur couteau avec une ficelle pour faire comme une baïonnette, ce qui leur permettait d'avoir comme des petites lances. Bon, bah, ça leur donnait peut-être bonne conscience, hein. Quand vous voyez l'attaque sur les gamins avec portefaix, ça a marché, mais bon, la plupart des gosses, je suis pas sûr qu'ils résistaient longtemps à la charge d'une grande bête comme ça, hein. C'est sûr, hein. Mais alors justement, puisqu'on parle là de femmes, d'enfants, j'ai l'impression que la bête était quand même très focalisée sur eux et moins sur les hommes. Est-ce que vous pensez qu'elle avait été, genre, entre guillemets, dressée pour s'attaquer en priorité aux femmes et aux enfants ou... Souvent, on passe un peu vite là-dessus, mais elle attaquait beaucoup d'hommes. Mais souvent, on voit quand les hommes racontent après avoir été agressés par la bête, la plupart du temps, ils disent j'ai été secouru par un tel ou un tel, et si j'avais pas eu du secours, je serais mort. Tous se disent. Et la bête est tellement puissante qu'elle attaque même des hommes à cheval, même des hommes accompagnés de mulets. Vous savez, les mulets de montagne, où vous avez aucun loup qui va se frotter là-dedans, hein, parce que les mulets de montagne sont très durs, hein. Vous voyez encore aujourd'hui, ils mettent des ânes pour éloigner les loups des troupeaux. C'est pas pour rien. C'est des animaux qui tiennent tête, hein. Cette bête-là, elle a pas peur, hein, des hommes, hein. Elle attaque les hommes, hein. Simplement, je pense que par expérience, ça va vite comprendre que c'est plus facile. Alors, je sais pas, c'est peut-être plus facile avec les femmes et surtout avec les enfants, oui. Après, c'est un prédateur, hein. Il va au plus simple. D'ailleurs, ce qui est assez intriguant également, c'est qu'elle va s'attaquer donc aux humains, mais à aucun moment, cet animal ne va s'attaquer à du bétail qui est en train de paître dans un champ, à des vaches, à des moutons. Eh oui, c'est vrai, c'est un des faits troublants, c'est pas le seul, hein. Mais il y a aucune alors c'est tellement aberrant, oui. Moi, j'ai un ami sur place qui s'appelle Didier, là, qui est sur notre groupe Facebook, là, et il dit exactement la même chose. Il dit on n'a jamais vu un loup ou n'importe quoi, d'ailleurs, un animal sauvage, traverser un troupeau de brebis pour aller à s'attaquer aux bergers.
Non, le loup, il va rester à l'écart. Il va attraper une brebis ou un agneau et il va se sauver avec. Il va pas se confronter au berger. Ça n'existe pas, ça. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que cette bête, elle attaque même pas en fait pour se nourrir. C'est vraiment pour tuer. D'ailleurs, j'en sais rien. Est-ce qu'elle mange ses victimes? Est-ce qu'on a retrouvé des humains vraiment dévorés, mangés par quelque chose qui était affamé ou pas du tout? Ah oui, oui, on a Ah. plusieurs cas où, alors en général, quand c'est la bête qui tue et qui pour se nourrir, c'est significatif. C'est-à-dire que la bête mange des parties où il y a de la viande, c'est-à-dire la poitrine pour les femmes, les fesses, les jambes. C'est là qu'elle va se nourrir. Elle se nourrit des parties charnues, comme on dit, quoi, hein. C'est là que c'est assez particulier parce que ça veut dire que cette bête, elle attaque les humains, donc elle les dévore, mais elle s'attaque pas à du bétail qui pourrait être peut-être même plus facilement attrapable et s'en nourrir également. Enfin, Ouais, ouais. Non, mais oui, mais bien sûr. Il y a plein de faits comme ça qui prouvent, il y a même pas besoin de prouver, quoi. C'est évident que c'est pas un animal sauvage. Un animal sauvage ne ferait pas ça, jamais. Évidemment, c'est plus facile d'attraper un agneau que de se battre avec même 5-6 gosses, ou de se battre avec une femme, ou de se battre avec un homme. Ça, c'est clair, hein. et alors tous ces gens qui vont voir la bête de près et qui donc se font attaquer vont donner des descriptions particulières. La taille d'un grand loup, une tête très grosse, une queue très longue, avec la fameuse raie noire sur le dos. Il faut bien penser que et c'est aussi ce qui m'a fait tiquer, moi, au départ, c'est que les descriptions vont évoluer sur les 3 ans. C'est-à-dire qu'au départ, on a un animal excessivement puissant, avec des pattes avant plus courtes que les pattes arrière. Enfin bon, c'est les descriptions habituelles. Et au fil du temps, et moi, à mon avis, le lion va, parce que moi, je pense que au départ, c'est un lion, comme je l'avais dit dans la dernière émission. Je pense que quand les chiens vont prendre le relais, comme je t'avais expliqué l'autre fois, eh bien, les descriptions changent aussi. Et on arrive à voir et après, dans les descriptions, on ne parle plus d'une bête qui fait 3 pieds ou qui est grand comme un taureau ou je sais pas quoi. Après, on se retrouve avec des tailles tout à fait communes, aussi bien pour un loup que pour un gros chien, hein. Mais d'ailleurs, juste une petite question comme ça, mais qu'est-ce que vous pensez de la reconstitution de la bête qui avait été fait justement? Alors, je crois que c'était, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Jean-Claude Bourré, voilà, qui avait donc tenté par toutes les descriptions qu'on pouvait retrouver, recréer la bête. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ça, en la voyant? Le problème, c'est qu'il nous dit avoir pris les tailles exactes de la bête tuée par Jean Chastel. Et le problème, c'est que sa bête reconstituée ne correspond pas aux descriptions de la bête du Gévaudan. C'est-à-dire que l'animal tué par Chastel, par exemple, hein, c'est juste un exemple, a une queue très courte. Je sais plus, je crois que c'est 50 centimètres de long. Alors que la bête du Gévaudan, la bête qui est toujours vue, a une queue très très longue qui va jusqu'au sol. Et la bête faite par Bourré a une queue qui va jusqu'au sol. Donc elle n'est pas comme celle de la bête tuée par Chastel. Donc déjà là, il y a un problème. Moi, si vous avez un journaliste qui me dit j'ai pris exactement les mesures de la bête tuée par Chastel, et en fait que au lieu d'avoir une queue de 50, elle a une queue qui va jusqu'à terre, c'est qu'il n'a pas suivi les tailles du rapport. C'est pas possible. Sur sa bête, il y a évidemment le dos qui est très noir, genre raie noire, mais sur l'animal tué par Jean Chastel, il n'y a pas la raie noire. Elle n'existe pas. Donc en fait, il nous parle d'une reconstitution fidèle par rapport aux mesures prises lors de la dissection de l'animal, mais la bête en résine qu'il a fait faire ne correspond pas du tout aux descriptions. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est particulier, c'est-à-dire que la bête qui est tuée par Chastel, on l'a bien entre les mains morte, donc elle circule, donc on la voit, donc là on aurait pu en faire une description. Pourquoi il y a pas il y a pas eu de dessin fait de l'animal, de description. Je crois qu'il y a le rapport marin hein, qui en parle, mais j'ai l'impression que je sais pas, il y a quelque chose qui colle pas entre l'animal qu'on voyait et l'animal qui est tué à la fin. De toute façon, des animaux sur l'histoire, il y en a eu plusieurs. Je veux dire, bon, il y a la partie où il y a le félin, donc ça, on en a parlé. Mais après, quand les chiens prennent le relais, il y a plusieurs animaux, puisque il y a plusieurs descriptions qu'on va retrouver. Certaines descriptions parlent d'un chien qui a la queue qui est enroulée au-dessus du dos. On appelle ça la queue rotoque, c'est un vieux mot. Alors, il y a une des bêtes qui a pris un coup de hache sur la truffe qui aurait dû être retrouvée avec le nez fendu. Or, évidemment, les 2 bêtes qui ont été présentées et données pour bêtes du Gévaudan, il y a celle de Antoine, qui là, c'était un loup, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Et puis celle de Chastel, qui elle, par contre, est troublante. Moi, je pense que c'était un des animaux tueurs, mais peut-être pas celui qu'on a le plus vu.
Mais il fallait à la fin finir l'histoire. Moi, comme je dis toujours, donc il fallait pouvoir montrer quelque chose. Hein. Et effectivement, assez. Après, moi, je suis d'accord. La bête tuée par Chastel est vraiment étrange. C'est pas un loup. La couleur ne va pas. Il y a plein de descriptions où on voit qu'on a affaire plus à alors, peut-être un hybride de loup, mais j'y crois pas trop. Plutôt à un croisement de chien un peu bizarre. Je pense pas que ça soit l'animal qu'on a vu sur les 3 ans. Hein. Ça, c'est à peu près sûr, puisque il correspond pas aux descriptions. Le loup tué par Antoine au Chaz ne correspond à aucune description. Il est ni en taille, ni en poids, ni en taille de queue, ni en quoi que ce soit. Moi, je parle souvent de la taille de queue parce que tout le monde peut le comprendre très vite. Il suffit de voir ce qui est dit et ce qui est mesuré. Hein. On voit bien qu'il y a un problème. Et sur l'animal tué par Chastel à la fin, qui va clôturer l'affaire, c'est pareil, hein, il correspond pas aux descriptions. Hein. Oui, mais on peut imaginer que de toute façon, le loup qui est tué au Chaz, c'est juste pour mettre un terme à cette histoire-là en disant voilà, ça y est, c'est fini, officiellement, entre guillemets. Et derrière, après, je crois qu'il laisse tomber, en fait, il s'en occupe plus. Le loup tué au Chaz, oui, c'est pour permettre, on va dire, au royaume de sortir de cette histoire, cette sale histoire. Aller tuer un loup aussi loin de son terrain d'opération, il a été au Chaz, donc c'est les terres du roi où il pouvait faire un peu ce qu'il veut. Ouais, voilà, c'est vraiment aberrant. Mais vous savez, les historiens ont dit amen à tout ça. Hein. Vous savez que quand il a tué son loup au Chaz, en 2 jours, il a réglé l'affaire. Il faut déjà 10 heures de route sur un mulet qui va au pas pour faire le trajet pour aller au Chaz. Donc, vous voyez, 10 heures, ça va être à 20 heures. Après, il revient. Parce qu'en plus, il a de la chance, cet homme-là. Hein. Il arrive au Chaz, il commence la chasse. Le loup arrive directement sur lui, disons. Il aurait pu aller ailleurs, mais il a vraiment beaucoup de chance. Donc il abat le loup pratiquement à peine arrivé, quoi. Hein, et il repart. Et il va le ramener au château du Besset et il va faire. Alors je sais pas exactement comment il a pu faire son compte parce que c'est tellement aberrant. Parfois on va se retrouver avec une dizaine de témoins qui vont venir au château pour dire oui, c'est bien la bête, etc. Sauf que tous ces témoins-là ne savent ni lire ni écrire, à part Marie-Jeanne Vallée. Et ils sont à quoi et ça, la plupart, c'est des jeunes ou des gosses, quoi. Et ils sont avec des accompagnants, comme on dit aujourd'hui. Donc c'est souvent des curés ou des consuls qui accompagnent les gosses. Et puis il faut savoir aussi que si vous regardez les textes, vous apercevez que Antoine va noter toutes ses dépenses, puisqu'il veut se faire rembourser après, évidemment, ce qui est logique. Et dans ses dépenses, il paye les gens qui viennent au château pour reconnaître la veine. Ce qui n'a pas de précédent, mais bon, visiblement, ça dérangeait pas une partie des historiens. Donc en fait, ce qui s'est passé, et ça s'est fait très très vite, hein, puisque lui-même, Antoine, dans son rapport, dit, voilà, on leur a fait voir la bête, pour autant que le temps nous le permettait. C'est-à-dire que ça a été à toute berzingue. Hein. Imaginez une pièce, vous avez le loup qui est couché sur une table. Bon, ça, c'est une grosse bête, il n'y a pas de problème. Hein. Paf, vous faites le gosse, tiens, regarde, t'as vu, c'est bien ça que t'as vu. Oui, oui, bon bah tiens, là un peu de sous, et puis voilà. Hein. Les seuls qui ont tiqué, la seule qui a tiqué, c'est Marie-Jeanne Vallée. Bon, on le sait bien. Elle a pas, à mon avis, elle a vu qu'il y avait un problème là-dessus, mais évidemment, on ne peut pas tellement s'opposer à l'envoyé du roi. Hein. Donc quand on lui a demandé, elle a dit oui, 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 ça doit être ça doit être la bête, mais je me rappelle plus trop bien où je t'avais blessé. Enfin bon, elle s'en est sortie comme elle pouvait et puis voilà. Hein. Puis après, ouais, elle a été envoyée directement pour être renvoyée vers Versailles. Hein, ça a été vite. Hein. Ça n'a pas traîné. Hein. En 2 jours, c'était bâclé. Hein. Ouais, parce elle a été autopsiée, je crois, puis après elle est embaumée, puis donc présentée au roi. En gros, personne vraiment du pays du Gévaudan, on va dire, ne verra vraiment la bête, à part les personnes qui sont payées pour l'avoir dans le château. Puis après, elle sort de là et Elle a été exfiltrée très vite. Hein. Tout ça, ça se tient. Je comprends même pas que des historiens de renom passent là-dessus sans même avoir un soupçon, quoi. Oui, non, la bête, elle est restée très peu de temps sur le Gévaudan, une fois tuée, je veux dire. Hein. On fait à quelques témoins qui ont eu la gentillesse de dire que c'était bien la bête qui attaquait. Et puis hop, tout de suite, le fils d'Antoine l'a emmené avec une étape à Clermont-Ferrand, puis après à Versailles, quoi. et après on a vraiment plus de traces de cette bête-là, de ce qui a été présenté en tout cas au roi. Elle est
Elle est quoi, détruite, enterrée quelque part et oubliée? Ou elle est gardée, elle est quand même embaumée, donc on peut imaginer que Oui, oui, elle a été gardée sûrement pendant quelque temps, puis après ils s'en sont débarrassés. Hein. Voilà, elle était pendant un moment dans le salon de la reine, dans les appartements de la reine pour que les gens puissent venir voir. Et moi j'ai trouvé un témoignage assez marrant. C'est comment on appelle ça, un diplomate anglais qui vient pour voir cette fameuse bête. Alors donc, il y a tout un cérémonial. C'est un peu comme dans Le Pack des loups, le film, là. C'est-à-dire que l'animal, il y a une espèce de grand drap qui le recouvre. Et puis, à chaque visiteur, vous avez Antoine de Beauterne, donc c'est le fils de François-Antoine, qui découvre l'animal. Voilà, vous avez 3-4 secondes pour le voir, et puis il est rebâché, puis au suivant, quoi. Et ce diplomate, il dit, c'est ça la bête du Gévaudan. Enfin, c'est un loup commun, quoi. Il y a rien de spécial, quoi. Et ah bon, voilà, quoi. Ah bon, c'est tout ça. C'est la partie où on va être en accord avec le film, c'est que c'est bidouillé, quoi. On sent bien que tout est. Il fallait pour le bien du roi finir rapidement avec cette affaire, en tout cas officiellement, même si officieusement ça va continuer derrière. Donc voilà, il fallait finir, il fallait qu'on puisse dire que le roi était arrivé au bout et par l'intermédiaire de son porte-arquebuse a mis fin à l'histoire de la bête du Gévaudan. Mais ça, c'est juste le côté historique. Après, historiquement parlant, alors peut-être que c'est pour ça que les historiens ont de la peine à faire autrement, mais historiquement parlant, la bête du Gévaudan a été tuée par Antoine. il fallait en terminer comme vous l'aviez dit, donc avec tout ça et puis rétablir un peu, l'ordre, dans le pays quoi, enfin calmer tout ça et bien que ce soit pas forcément la vraie bête puisqu'on sait que derrière, les attaques vont de nouveau être, signalées. Bah oui, c'est exactement ça. Bah déjà, la description, alors l'animal tué par Antoine, c'est un loup. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire docteur en médecine ou zoologue ou je sais pas quoi. Les descriptions, on est bien en face d'un loup. Donc ça, c'est bien un loup qui a été tué, qui à mon avis n'avait pas grand-chose à voir dans l'histoire, mais bon, il fallait bien que quelqu'un paye. Et évidemment, vu que c'était pas la bête, très rapidement, ça a continué. Effectivement, on a eu une accalmie pendant quelques mois. On n'y avait plus d'attaque. Et c'est là que j'explique, beaucoup plus documenté, que en fait Antoine est venu surtout pour négocier et finir avec l'histoire. Mais donc il a négocié, à mon avis, suffisamment bien parce que quand vous avez, par exemple, le comte de Morangès qui est souvent mis en cause dans l'affaire, lui, il part, il quitte Gévaudan fin 65, début 66. Donc, c'est-à-dire au moment où Antoine va également entrer à Versailles, enfin sur Paris. Si Morangès part à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait plus rien à négocier. Il a négocié ce qu'il pouvait et puis voilà, hein, c'est exactement ça. Donc la bête est morte officiellement. Le roi ne sera plus moqué, il sera plus raillé, que ce soit par la presse ou par d'autres diplomates de pays étrangers. Donc voilà, l'affaire s'arrête. Antoine va toucher des récompenses et des gloires, ses gloires et honneurs. Hein. Il va recevoir beaucoup de choses. Et malheureusement, quelques mois après, la bête va recommencer à tuer. Après, comment ils font d'ailleurs pour passer sous silence et ce qui se passe en Gévaudan? À aucun moment, quand les attaques recommencent, l'affaire reprend de l'ampleur? Enfin, comment ils font pour faire en sorte que ça dépasse pas les limites du Gévaudan? En fait, sur l'année qui suit, c'est-à-dire 1766, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'attaques. C'est plus autant en 65, c'était pratiquement tous les jours, des fois plusieurs fois par jour. En 66, il y en a plus beaucoup. Par contre, elles sont toutes mortelles. C'est à croire que l'animal est vraiment dirigé au bon endroit, mais ça fait que effectivement, alors beaucoup pensent que justement il y avait de la rétention d'informations pour pas gêner la version officielle du royaume, quoi. Mais moi, j'y crois pas des masses parce que en 67, là, il y a beaucoup plus d'attaques et là, on a beaucoup d'informations aussi. Donc, je vois pas pourquoi en 66 on arrête les informations et qu'on les reprend en 67. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu une accalmie,
Mais très vite, même sur place, hein, tout le monde voit bien que l'animal n'est pas mort, hein, et qu'Antoine a bidouillé une action pour finir, quoi. Hein. Une bête qui tue tous les jours aux alentours du Besset. Lui, il part à 40 kilomètres, mais 40 kilomètres à vol d'oiseau. Hein. C'est, encore une fois, c'est 10 heures de marche hein, pour aller là-bas. Hein. La bête, elle n'a jamais été là-bas. Hein. Je sais pas, on sait même pas. Mais effectivement, il va là, il va très très loin pour tuer son loup. Mais encore une fois, il quitte le Gévaudan et il va sur les terres du roi. Donc voilà, mais tout ça, c'est tellement, ça paraît tellement fou et tellement anormal que on ne peut s'empêcher de penser oui, à un magouillage hein, pour finir l'histoire, pour aller au plus vite. Hein. Le roi, à cette époque-là, il est quand même pas mal en difficulté. Il a perdu les colonies. La guerre de succession d'Autriche, c'est une catastrophe parce que tout ce qu'il a gagné, il le redonne à ses anciens ennemis. Donc en fait, toute cette guerre a servi à rien, mis à part à tuer des pauvres gens et coûter de l'argent au royaume. Hein. Donc le roi qui était surnommé le bien-aimé dans sa jeunesse n'est plus tellement bien-aimé à ce moment-là. Hein. Et en plus, à cette époque-là, à l'époque de la bête, je veux dire, il va perdre sa maîtresse qu'il aimait tellement. Donc ça va vraiment l'affaiblir. Puis après, il va perdre son fils, le dauphin, qui va mourir aussi. C'est un homme qui a les épaules chargées. Donc en plus, cette histoire de bête qui vient créer des troubles. Alors si c'était resté à la limite confiné au Gévaudan, bon, ça aurait été un moindre mal. Mais là, tous les journaux, c'est le début de la presse, comme je vous disais. Hein. Tous les journaux en parlent, tout le monde se fout pour parler vulgairement, tout le monde se moque de lui, hein, enfin pas de lui personnellement, mais du royaume de France. Hein, vous vous rendez compte, un roi comme Louis XV qui se fait bananer par peut-être un loup, en tout cas pour un bête. Vous imaginez, c'est inadmissible. En plus, Louis XV, c'est un des derniers rois qui faisait, qui touchait des écrouelles. Vous savez, c'était un roi guérisseur. Les gens atteints d'arthrose ou de choses comme ça pouvaient aller le rencontrer et il faisait la position des mains et c'était censé soigner les malheureux. C'est un roi guérisseur, un roi guerrier. Eh ben une simple bête met en péril son royaume. Donc c'est dur quand même pour lui. Hein. Donc il n'avait pas besoin de ça en fait. Hein. Je ne dis pas que c'était suffisamment pour mettre le royaume à terre, mais il n'avait pas besoin de ça et c'était un problème en plus dont il n'avait pas besoin. Hein. Ça, Et après ça, donc le 16 mai 1767, il y a un moment un petit peu charnière dans cette histoire de la bête du Gévaudan, c'est qu'on a une fillette qui s'appelle Marie Denty, qui va être donc tuée par cet animal. Et là, on sent qu'il y a quelque chose en fait de très particulier avec Jean Chastel. C'est-à-dire que lui, il est très touché par la mort de cette fillette dont il était assez proche. Il décide d'en finir donc avec l'animal. Et là, on va tuer l'animal en fait. Enfin, il y a quelque chose d'étrange, je trouve, dans cette histoire-là, dans ce final. Ça, c'est le point où tous les auteurs se retrouvent. Jean Chastel, c'est un notable. Hein, il est lié par le sang avec les Morangers, d'ailleurs. C'est le même, c'est un cousinage. Et tous les auteurs sont d'accord, quelle que soit leur version, pour dire qu'effectivement, il était attaché à la petite Marie d'Anquis, sa petite voisine, et il était, voilà, il l'avait pris un petit peu en affection. Et effectivement, quand cet enfant va se faire tuer, il va en être très affecté. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Hein. Personne ne dit le contraire. À telle preuve que il va revenir vers l'Église, ce qui était important à l'époque, et il va de nouveau, on va trouver sa signature sur les registres, les actes de décès, de naissance, etc. Il va mettre vraiment un point d'honneur à faire arrêter cette affaire. Et donc, il va aller notamment dans les processions pour la Vierge, pour demander l'aide du Seigneur pour lui permettre d'abattre l'animal. Il va faire bénir son fusil et on dit qu'il fait fondre un peu des médailles de plomb pour faire des cartouches. Et donc c'est avec cette arme et ces balles qu'il tuera l'animal un peu plus tard. Mais il le tuera, c'est un mois après. Hein. Ouais, c'est ça, parce que c'est le 16 mai, donc cette fillette meurt, et c'est le 18 juin que cette chasse se met en place et que la bête va donc être tuée. Ouais. Mais là, c'est quand même très particulier, d'ailleurs, la façon dont la bête va être tuée, puisque ça fait 3 ans que cet animal échappe aux chasseurs, à toutes les traques qui sont faites après elle, aux poisons qui sont déposés, parce qu'il y a du poison avec du gibier mort, etc., qui est déposé un peu partout. Et là, d'un coup, en 10 minutes de chasse,
Jean Chastel tue l'animal. Oui, c'est très curieux parce qu'en fait, sur le dernier meurtre, le marquis d'Apchier va être prévenu et donc il va réunir, de nuit, ce que c'est tout à fait, très bizarre. Alors je sais bien que certains disent que c'était pour pas gêner Auchan, mais si vous regardez sur 3 ans de vie de cet animal, si je peux dire, il y a aucun précédent. On n'a jamais fait marcher les hommes de nuit et ils ont été tout le monde a peur, hein, et prendre des gars pour aller dans les bois chercher un animal tueur, mais effectivement, on a gardé ça, donc il aurait pris une poignée d'hommes, dont, Jean Chastel et de nuit, il se serait rendu, du côté, d'Auvers, juste en dessous, juste au-dessus, pardon, vous avez la forêt de la Thénazère qui se trouve là et l'animal serait embûché là. Donc certains disent que, ils ont fouillé les bois, alentours. Fouiller les bois, de nuit, moi je veux bien, mais j'y crois pas des masses parce que, de nuit vous voyez rien déjà. Même si à l'époque il faisait peut-être jour un peu plus tôt, mais on voit souvent un peu l'image où ils auraient été munis de torches. C'est pas une lampe, hein. Une torche, ça éclaire, juste autour de vous, pas plus. Ça éclaire pas devant, ça éclaire pas derrière. Et en plus, quand vous la tenez trop près de vous, ça vous crame la tête. Et puis en plus, la durée de vie d'une torche n'est pas très longue. Donc si vous fouillez un bois pendant des heures, il faut en avoir des torches sur vous, hein. Alors moi, on m'a dit, vous pouvez avoir une besace avec des torches dedans, mais enfin, vous savez, à l'époque, les armes il fallait charger par le canon. C'était compliqué, hein. Ça se faisait pas comme ça de mettre une balle et qu'il soit prêt au feu. Donc imaginez que vous avez, une main prise pour tenir la torche. Si le fauve arrive à ce moment-là, vous avez plus qu'une main pour faire les manœuvres. Si vous lâchez la torche, vous voyez plus rien. Vous voyez, c'est aberrant. Donc moi je pense que cette chasse-là, elle a été comme celle d'Antoine, c'est bidonné pour finir, de toute façon. Là, on se retrouve à la Ténazère avec, une douzaine de chasseurs. Saint-Nazaire, c'est quand même assez grand, même si je veux bien qu'à l'époque, les bois étaient moins importants, c'est sûr. Mais malgré tout, 12 hommes pour souler un bois, c'est peu, hein, quand même, hein. Et là, comme Antoine, bah, beaucoup de chance, finalement, la chasse commence, sur les 10 heures et à 10h15, bah, tout est réglé. La bête sort, auprès de vers Châtel. Alors il y a la tradition orale, mais ça, c'est pas prouvé évidemment, c'est que oral. On dit qu'il disait, des prières pour la Vierge et qu'il aurait eu le temps de poser son livre, machin, tout ça et de mettre en joue la bête et de tirer. Moi, je pense que ça a été rajouté après, c'est un petit peu la légende, quoi, hein. Moi, je pense que s'il a vu l'animal, il a eu vite fait de mettre son arme, à l'épaule et puis à tirer, quoi. Ça, moi, c'est ce que j'aurais fait. Moi, j'aurais pas attendu. Là, ce que vous dites, c'est intéressant, c'est-à-dire que cette chasse, elle est autant bidonnée que celle donc d'Antoine, mais ça veut dire quoi? Que le marquis d'Apchier, en fait, il était dans le coup, que... Pas forcément, parce que on lui dit, voilà, la bête, elle a été vue à tel endroit, bah, il y va, quoi, il essaie, hein. Bon, après, je pense que il a dû être un peu comme Antoine, servi par la chance, mais bon, après ça. Mais je suis pas sûr qu'il était complice du truc. Je crois on lui a fait comprendre qu'il fallait aller là-bas et puis, et trouver l'animal. S'il avait fomenté, ce coup-là, je pense qu'il aurait tué lui-même l'animal. Il n'aurait pas donné la chance à un paysan. Enfin, à l'époque, il n'est pas paysan, Chastel. Je crois qu'il était encore cabaretier. Donc, mais il l'aurait fait lui-même. Si c'était monté par lui, par le marquis d'Apcher, il aurait pris la gloire pour lui. Faut pas être bête, Mmh. quoi, hein. Donc ça veut dire qu'en gros, ce Jean Chastel aurait été quand même, mêlé, à toute cette affaire, C'est vrai que depuis toujours, enfin depuis Chevalet, on met les Chastel, comme étant, en tout cas, sur le terrain, les meneurs. Moi, j'y crois pas du tout. Ça vient, justement, de Chevalet qui avait, je sais pas où il avait trouvé ça, ou peut-être inventé ça, que le fils de Jean Chastel, Antoine Chastel, aurait été galérien, prisonnier des Barbaresques, esclave, qu'il aurait été mis à travailler pour le soin des animaux dans un genre de ménagerie, qu'il aurait été castré, on l'aurait forcé à marcher sur la croix, enfin bon, ouais, et qu'il serait revenu au pays, mutilé, avec un esprit sûrement un peu défaillant, et en plus, toujours Chevalet parle
que les enfants du coin se moquaient de lui en l'appelant bouc castré, enfin bon, et que ça serait plutôt ça qui aurait déclenché toute l'histoire d'Abed du Gévaudan, un Antoine Chastel malade, psychologiquement à moitié fou, qui aurait voulu se venger des gens du Gévaudan. Un historien qui s'appelle Guy Crouzet a trouvé la généalogie des Chastel. Et on s'aperçoit que Antoine ne devait pas être mutilé sexuellement parce que il s'est marié, il a eu des enfants. Dès l'instant que moi j'ai eu cette information, je me suis dit, il n'a pas de raison donc de tuer les gens sur place. Pourquoi? La raison était valable si on avait affaire à quelqu'un qui a été atrocement torturé, mutilé, moqué, et peut-être avec des pulsions sexuelles. Mais là, c'est pas le cas, hein. Il va se marier plus tard, il va avoir des enfants. Bon, il a une vie somme toute normale. Il y a rien, il y a aucun texte, il y a rien qui puisse accuser les Chastel, mis à part que sont sûrement des mauvais garçons, comme on dit, et qui se sont ils se sont fait connaître en mal, comme on dit, notamment avec Antoine en mettant en difficulté ses gardes, mais aussi en faisant des faux témoignages. C'est des mauvais garçons, c'est sûr, c'est sûrement des gens même violents, mais ce sont pas des tueurs d'enfants comme on l'a pensé. Partant de là, dès l'instant que j'avais éliminé de l'équation les Chastel, j'ai fait un travail, on va dire, de police ou de journaliste. C'est-à-dire, j'ai fait un profil. J'ai dit, voilà, moi, mes tueurs, qu'est-ce que je recherche pour désigner ces tueurs-là? Eh ben, il me fallait des hommes ou des hommes jeunes, puisqu'ils vont courir la montagne. Il faut que ça soit des gens qui soient compétents dans le dressage des animaux, et que ça soit des gens qui aient aussi des meurtriers en puissance, des malfaisants, des malfaiteurs, vous voyez, qui ont un lourd passé derrière eux, et qui aient un besoin, une envie de vengeance sur les gens du pays. Et donc, bah voilà, moi je les ai trouvés. Je vous laisserai découvrir ça dans le livre, mais j'ai trouvé des gens tout à fait dans le profil avec les preuves, puisqu'il y a eu des procès, etc. Des gens qui sont des meurtriers en puissance, d'une famille de meurtriers, et qui sont connus pour dresser des loups. Voilà, ils ont dressé des loups, chiens loups, en tout cas, des animaux. Et alors, c'est là justement que c'est passionnant, et c'est ce que je disais au début, c'est que vous arrivez à trouver ces personnages dont moi je n'avais jamais entendu parler avant. Pourquoi les spécialistes, d'autres spécialistes de la bête du Gévaudan, ne se sont jamais penchés là-dessus et n'ont jamais trouvé ces gens-là? Ouais, c'est surtout Alain Decaux qui était un historien qui faisait beaucoup de télévision dans les années 60, 70. Et lui, il est le premier à en avoir parlé, hein, de ces gens-là. Mmh. Donc, c'était pas un fait tellement confidentiel. D'autres auteurs en ont parlé, mais sans chercher plus loin. Sans chercher plus loin. Alors que moi, j'ai pu établir qu'ils étaient bien présents sur le pays, qu'ils avaient des raisons d'avoir des envies de meurtre, si je peux dire, en tout cas de se venger des gens qui vivaient sur la margerine. Et donc voilà, quoi. Après, autant on n'a rien sur les Chastel pour les accuser, alors que ça fait quand même plus de 100 ans qu'ils sont accusés, hein, pour rien. Autant là, on avait quand même un gros dossier sur ces gens-là et que personne n'a voulu chercher dans ce coin-là. Mais après, on a toujours le problème, c'est ce que je disais au début, c'est que les historiens ont été directs au loup, quoi, hein. Et quand il y avait un témoignage ou quelque chose un peu bizarre, bah ça restait de côté. Et la plupart du temps, ils en parlaient même pas, hein. Et puis voilà, les lecteurs, quand vous lisez un livre, on peut que ça soit sur la baie du Gévaudan, sur Napoléon, sur n'importe qui, vous vous fiez à l'auteur du livre. Si vous dit blanc, bah c'est que c'est blanc et vous cherchez pas plus loin. Moi, je cherchais plus loin parce que je me suis passionné par cette histoire et que je me suis pas contenté d'un livre et d'une théorie, et que j'ai eu 10, 20, 30, 50 livres, que j'étais sur place, que j'ai été à la Chaumette, j'ai été voir comment ça se passait, j'ai été du côté d'Athénazer, j'ai été sur Auvers, sur Pauillac, tous ces coins-là, je les ai vus. Je sais comment c'est constitué, je sais qu'à la fin, le territoire où la bête était pas si grand que ça, et qu'il y avait pas tant de grandes forêts qu'aujourd'hui. Enfin voilà, et c'est un travail
sans être historien, j'ai fait un travail d'historien quand même, Damien, hein, Mmh. on sait que j'ai fait des efforts, hein. Et justement, ce qui est passionnant, c'est que donc, ces gens dont on ne donnera pas le nom, en tout cas leur histoire, si je peux le dire, hein, va se télescoper avec celle du marquis de Morangiès, en fait. Et c'est ce qui crée, en fait, Ah oui, oui, tout à fait, oui. Mais après, quand le félin est tué, moi, bon, je l'avais dit à la première émission, donc je peux le redire. Moi, pour moi, le félin, il va être tué le 1er mai 65 à la Chaumette et il sera tué par les frères Merlet de la Chaumette, sauf que le corps sera pas retrouvé. Ils vont tirer l'animal, pourtant ils étaient assez près, l'animal va perdre énormément de sang, je résume un peu, mais il va perdre énormément de sang. Ils vont essayer de le retrouver, mais l'animal va quand même arriver à s'échapper de ce problème-là. Et puis le lendemain, parce que là, on arrive pas loin de la tombée d'ennemis, il pleut, il fait très mauvais, ils arrêtent de chercher en se disant que le lendemain, ils vont le retrouver mort pas loin. Quand ils vont commencer à vouloir chercher la bête le lendemain, Denval est sur place, il a été prévenu. Et curieusement, Morangiès envoie 20 de ses gars sur place. Morangiès, qui détestait Denval, qui voulait absolument son départ et qui lui envoie 20 gars pour l'aider. Personne, c'est quand même assez compliqué de le croire. Par contre, moi, ce que je crois et ce que j'explique dans le livre, c'est que je pense que ces gars-là, ils ont été envoyés par Morangiès pour nettoyer, hein, si jamais ils trouvaient le corps ou si l'animal était encore blessé, le récupérer, le ramener ou en tout cas le faire disparaître carrément de la circulation. Je pense que c'est ça. Et après, ou en parallèle, les chiens sont intervenus. Je pense que Morangier savait aussi comme on l'a dit tout à l'heure, à se venger du roi. Et donc, vous avez un fauve qui est de couleur fauve, c'est le cas de dire, avec une tache blanche sur le poitrail. Bah, la plupart des molosses ont cette couleur-là. Et j'explique dans le livre quelle race exactement de chien a été utilisée. Des chiens qui ont même été utilisés bien après par les armées napoléoniennes à Saint-Domingue pour essayer de maîtriser la révolte des Noirs esclaves qui étaient tenus en esclavage à l'époque. Donc ces chiens existent, sont des chiens qui sont sélectionnés pour traquer et tuer les humains. Ce sont des mangeurs d'hommes, ni plus ni moins. Mais personne cherche dans ces directions. C'est dommage, hein, c'est dommage. oui, parce que ça, c'est intéressant ce que vous racontez justement dans le livre, c'est que des animaux étaient déjà, dressés, en fait, pour tuer des humains. Je crois qu'à un moment donné, vous parlez aussi de Louis XV et son armée qui devait faire face aux Anglais avec justement, ces Anglais qui avaient des dogs, en fait, donc les chiens étaient vraiment utilisés à cette époque-là pour, comme arme, en fait, presque, j'ai envie de dire. Oui, entre l'arrivée des Espagnols et des Portugais aux États-Unis, enfin, ce qui s'appelait pas encore à l'époque États-Unis, bien sûr, ils vont aller là-bas avec des chiens de guerre, des molosses, mais aussi des lévriers. Ils utilisaient énormément de grands lévriers, que ce soit pour l'attaque, mais ils se sont servis aussi pour faire la guerre, hein. La guerre aux Indiens au départ. Et donc ces chiens-là étaient utilisés pour débusquer les Indiens ou en tout cas prévenir de leur approche en cas d'attaque. Et bon, il y a eu énormément d'exactions. Je vais pas rentrer dans les détails. J'explique un peu tout ça dans le livre. Et ces chiens-là vont évoluer au fil du temps. C'est-à-dire que après la répression contre les Indiens, ils seront utilisés également pour surveiller les esclaves venant d'Afrique. Et puis, si besoin, de les retrouver et de les attaquer, histoire de faire des exemples ou des choses comme ça. C'était assez horrible comme époque. Bon, évidemment, on va pas refaire l'histoire. Et ces chiens-là vont évoluer, ils seront utilisés, ils sont sélectionnés. C'est la seule race, enfin variété de chiens qui a été créée et sélectionnée uniquement pour traquer et tuer des hommes. Ça a duré 500 ans, jusqu'après les guerres napoléoniennes. Et Napoléon, c'est pas lui d'ailleurs, je le dis tout de suite, hein, c'est pas lui qui a demandé à ce que ces chiens soient utilisés à Saint-Domingue, mais ces généraux, hein, qui ont utilisé ces animaux-là. Et juste pour revenir un tout petit peu d'ailleurs sur, les autres attaques de bêtes dévorantes, en France, est-ce qu'on peut imaginer qu'on est à peu près dans le même cas de figure ou là non, ce sont vraiment des histoires d'animaux sauvages qui attaquent des gens? Parce que par exemple la bête des Vosges, là j'ai appris d'ailleurs l'existence de la bête des Yvelines. Je savais même pas, dans du coin de Rambouillet et cetera. Je savais même pas qu'il y avait eu également une bête, dans ce coin-là. Donc comment on peut l'expliquer ça?
Les bêtes, c'est un truc, c'est à croire que c'est typiquement français, quoi. On adore, on a fait se croire c'est un truc de fou. Et en fait, il y a plusieurs cas. Alors, très honnêtement, moi, comme je l'avais dit à notre dernier entretien, j'ai pas étudié toutes les histoires parce que effectivement, il y a des choses qui tiennent debout, d'autres pas debout. Des fois, mais c'est assez curieux parce que dans toutes ces histoires-là, vous avez un animal qui arrive, qui a jamais fait parler de lui nulle part et qui va commencer à tuer pendant une période et qui va disparaître. La plupart du temps, les animaux tueurs sont pas abattus, c'est très rare. Mais si vous, moi, je vous renvoie sur le livre de Jacques Bayon, qui s'appelle Drôle de loup. C'est un petit bijou, ce petit bouquin-là. Et on s'aperçoit, en fait, que la plupart du temps, les troubles étaient causés par des animaux qui sont pas des loups, mais souvent des hybrides de loups et souvent des chiens purs, hein. Et d'ailleurs, vous avez une bête qui a fait pas mal parler d'elle. Et une fois abattue, on s'aperçoit, la description parle d'un animal tout blanc. Là, déjà, on n'est pas dans le loup, c'est sûr, mais avec une formule dentaire assez bizarre. Je crois que c'était 28 ou une trentaine de dents dedans, donc ce qui pourrait être celle la denture d'un félin ou même d'une hyène quelque part, mais qui correspond pas du tout à un canidé. On s'aperçoit aussi qu'à cette époque-là, bah, c'était souvent le terme était souvent loup, quoi. On disait c'est un loup la plupart du temps, ou c'est un loup, ou c'est une bête. Mais on disait pas c'est une hyène ou c'est un félin ou c'est je ne sais quoi, hein. Et après, la plupart du temps, ces histoires-là sont quand même curieuses. Quand vous voyez l'histoire des bêtes de Bénet, là, de Bernay, où vous avez et on parle d'une meute qui court sur les gens. Arrivé sur les gens, ils font la fête à ces gens-là, comme le foie des chiens. Et après, juste après, les attaques. Enfin, il y a beaucoup de choses très aberrantes. Et après, vous avez même des grands historiens ou des grands professeurs avec qui il faut donner du monsieur, hein, ces gens-là, et qui vous sortent effectivement des listes interminables de rapports de décès où on trouve les termes tués par les loups, dévorés par les loups. Mais la plupart du temps, ces témoignages-là ne valent pas grand-chose parce que, comme je le disais en début d'émission, les pauvres se déplacent à pied. Et quand ils tombent en pleine montagne, je parle de pleine montagne parce que on parle du Gévaudan dans ce cas-là, à l'agonie ou mort, si vous avez des loups qui passent par là, c'est sûr qu'ils vont prélever de quoi manger sur votre corps. Et le lendemain, en général, c'est pas le lendemain, mais 8 jours après, quelques jours après, quand quelqu'un va enfin tomber sur votre cadavre, ah bah, vu les traces de crocs, ça se finira par tué par les loups. La plupart des temps, les morts où vous avez un signalement tué ou dévoré par des loups ou des bêtes sont retrouvés, les corps sont retrouvés bien après. C'est pas, il y a très peu de signalements d'animaux sur le vif, quoi. Par contre, je vais mettre un bémol pour les animaux enragés. Donc là, évidemment, c'est autre chose. Là, c'est différent, ouais. Il y a une question également que je voulais vous poser. On a donc ce félin, hein, puisque vous en arrivez à la conclusion donc que c'était un félin, qui est relâché donc en France, à cet endroit précis, donc en Gévaudan, dans lequel il y a des loups. Et il y a un internaute qui, justement, sur notre ancienne vidéo, avait laissé des questions qui étaient plutôt intéressantes, dont une que je vais vous poser maintenant. C'est pourquoi on n'a jamais retrouvé en fait de cadavres de loups déchiquetés un peu partout en Gévaudan. Sachant que par exemple, je crois que il avait noté que c'était en 2023, dans le magazine Géo, ils avaient donc fait tout un article sur les pumas qu'on peut retrouver par exemple à Washington et qui tuaient un nombre considérable de loups en fait. Si on imagine un lion en forêt de Gévaudan entouré de loups, pourquoi on n'a pas trouvé des loups Ça aurait pu être la charpie quoi, de loups partout. Oui, oui, en supposant que les loups aient envie de se colter avec un lion. Parce que moi, je peux vous dire que si vous êtes un loup, imaginez que vous êtes un loup et que devant vous, vous avez un lion de 200 kilos, les loups, ils sont un peu craintifs, ils vont pas aller au carton. Après, ils peuvent être évidemment surpris par une attaque de. La question, elle est bonne, hein, je dis pas le contraire. C'est vrai qu'on n'a pas eu ça, mais après, la plupart des loups, ils auraient pas été au carton sur un lion, ça c'est clair. Quand on voit que même les chiens de pays, les chiens de berger, ou même les chiens matins qui étaient utilisés pour la garde, étaient terrorisés par la bête du départ. C'est bien pareil pour les loups. En plus des loups, il y en avait pas 50 au kilomètre, hein, faut pas non plus exagérer. Et moi, je pense que
dans le secteur où vit un lion, je suis pas sûr que aux États-Unis, Canada, c'est pas pareil parce que le félin et les loups sont souvent côte à côte, quoi. Hein. Là, vous avez un animal qui est complètement étranger. Les loups n'ont pas l'habitude de cet animal-là, n'ont pas l'habitude de l'odeur de cet animal-là. Pareil pour les chiens. Donc, comme je vous disais, beaucoup de témoignages disent que les chiens étaient terrorisés par la bête, c'est bien normal. Et je pense que les loups, à mon avis, n'ont jamais essayé de ce côté. Après, effectivement, le lion, je pense que ne cherchait pas du tout à tuer ni des loups, ni des animaux, que ce soit les vaches ou les moutons. On l'a vu, il était quand même très focalisé sur les humains. Donc, je pense que c'est plutôt ça l'explication, quoi. Il y avait une autre petite chose sur laquelle je voulais revenir également, c'est et ça revient vraiment souvent, hein, d'ailleurs dans toutes les vidéos que j'ai fait sur le Gévaudan, il y a toujours ces questions-là, c'est oui, mais on retrouvait des cadavres de jeunes femmes, etc. Donc mortes, déshabillées avec les vêtements qui étaient soigneusement posés à côté, portant des traces qui n'étaient pas celles d'animaux sauvages. Donc forcément, ça fait appel un petit peu à la possibilité qu'il y ait eu un tueur en série en fait, et à qui on faisait porter peut-être le chapeau sur la bête à cette époque-là. Comment on peut imaginer ça? Parce que c'est vrai que les gens, je trouve, ne s'arrêtent jamais vraiment là-dessus, quoi, sur ces histoires de meurtres et de situations étranges des cadavres. Oui, ben ça, c'est même pareil pour les décapitations. De mémoire, il y a eu 11 personnes, 11 victimes décapitées. C'est pareil, chez les loups, ça n'existe pas. Hein. Donc, l'explication la plus logique, la plus qui tient mieux la route, c'est que effectivement, en parallèle de l'animal, le conducteur, le meneur, appelez ça comme vous voulez, interagissait soit en sectionnant les têtes, soit il y a eu aussi une cuisse qui a été coupée proprement. Magny de Marolles le cite, qui a une cuisse d'une femme qui a été coupée comme avec un couteau. Hein. Donc ça arrivait quand même assez régulièrement. Effectivement, là, ça ne peut être que des humains. Il y a pas d'autre explication. Mais vous pouvez à vous faire régulièrement des parallèles. Mais je crois que c'est bien expliqué dans le livre où l'animal attaque et que l'homme est dans le coin. Hein. Donc lui, ce sont quand même des gens, comme je vous l'expliquais, qui sont très haineux, qui ont envie de se venger. À mon avis, à tort, ils auraient mieux fait de se taire, mais ça, c'est encore autre chose. Mais qui ont envie de se venger et de faire peur, parce que pour que cette entreprise fonctionne, en tout cas au début, il fallait que les gens soient terrorisés. Qu'est-ce qui fait que vous avez des hommes, même, qui étaient groupés, pour des battues, qui se retrouvaient à 3 000 à 4 000 jusqu'à 40 000 hommes sur des battues, c'est à peu près, énorme, quoi et tout le monde s'accorde à dire que les gens étaient terrorisés et qui se sauvaient, qui restaient pas dans les battues ou qui se regroupaient et ce qui donnait des passages incroyables pour que l'animal puisse se sauver. Eh ben, la raison, c'est parce que les gens étaient terrorisés. Et ce qui les terrorisait, c'était le fait d'avoir un mangeur d'hommes dans leur secteur, mais aussi d'avoir vu ou entendu dire qu'on avait retrouvé telle personne qui semblait dormir contre un muret, et puis quand on l'a touché, la tête est tombée d'un côté, le corps de l'autre, que dans certains cas, on retrouvait effectivement les vêtements défaits des victimes. Donc voilà, effectivement, mais ça, c'est aussi le but recherché d'instaurer une terreur suffisamment grande pour que les plaintes et les courriers poussent le roi à intervenir sur place. Ces actions sur les cadavres, on les retrouve dans le début de l'affaire, plus tellement à la fin. Hein. Je voulais revenir aussi sur quelque chose de très intriguant. C'est ce témoignage. Alors du coup, ça revient un petit peu, hein, à ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'on avait autant la bête que l'homme à côté. Mais par exemple, ce témoignage où il y a un enfant de 14 ans qui est égorgé et le soir, la famille donc est en train de veiller sur son corps et la bête, elle est là, se dressant en fait dans l'embrasure de la fenêtre et les pattes sur l'appui en fait. Comme un humain le ferait, en gros, hein. Il y a un côté humain là-dedans. Et dès qu'elle voit le père, je crois, qui s'empare alors je sais plus ce que c'est, il prend une faux ou je sais plus trop quoi. Et la bête s'enfuit comme si elle comprenait que, voilà, sa vie était peut-être en danger. Là, on peut imaginer que c'est quoi? Que c'est un humain qui cherche à faire peur. On essaie d'instaurer comment on peut. Je pense que l'animal a été renvoyé vers
vers ces gens-là, effectivement, mettre les pattes avant sur la porte. Vous savez, c'est les portes de ferme. Où vous avez deux battants. Le dessus, c'est comme les portes d'écurie pour les chevaux. Et donc, effectivement, la bête a mis ses pattes avant sur le premier battant. Il suffit qu'elle voie le gars arriver avec, c'était une vache, hein. Il suffit qu'elle voie le gars arriver, franco sur elle, bah, elle se barre, hein, c'est sûr, hein. Il y a pas, il y a pas trop de mystère là-dessus, quoi, hein. C'est le principe des animaux conduits. C'est-à-dire que la différence entre le début de l'affaire où vous avez un lion et la différence où vous avez des chiens, c'est que les chiens, ils obéissent. Si vous, moi, je suis plus en activité, mais quand j'étais sur le terrain, le chien, je pouvais l'envoyer en avant et il allait droit devant et il se serait mis sur la porte de la même façon. Je veux dire, et le dressage est suffisamment codifié pour demander des choses précises à un animal. Il y a rien moi, ça m'interpelle pas parce que je sais que c'est faisable. Après, vous savez, le meneur ou le maître de l'animal, on peut dire comme on veut, il était peut-être pas bien loin, hein. Il suffit de siffler et puis le chien revient et puis voilà, hein. Mais ça peut donner effectivement un aspect terrifiant, encore une fois. Et je pense que, en tout cas, au début de l'affaire, le but était d'instaurer une terreur suffisante pour que les gens aient suffisamment, enfin, ouais, aient suffisamment peur pour ne pas chercher trop loin, quoi, hein. Oui, oui, de leur faire croire à quelque chose de vraiment, presque surnaturel, en fait, comme une créature, plus que vraiment un animal et de terrifier les gens, quoi. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est tout à fait ça, hein. De toute façon, on voit bien que tout est instauré pour faire peur. Les décapitations, les gens d'époque, tous disent que c'est pas un loup, hein. Le seul qui va accuser les loups en étant sur le terrain, c'est Antoine, François Antoine, qui lui, dès qu'il va comprendre dans quel bourbier il s'est mis, verra des traces de loup partout. Alors que ce soit Duhamel ou Denval, pourtant louvetier, jamais il n'a pensé ou dit avoir affaire à des loups, hein, jamais, à aucun moment, hein. Mmh. Et donc, effectivement, tout est fait pour terroriser la population. Encore une fois, que ce soit les décapitations, la mise en place des corps morts, pour que les gens les découvrent avec des choses, beh, c'est ça, les gens étaient terrifiés. Faut bien comprendre ça, hein. C'est une période très. On peut pas. Si vous êtes sur une table en train de boire un café, vous pouvez pas comprendre ce qui s'est passé là-bas. Les gens ils vivaient dans la terreur. Mmh. Oui, il faut se remettre dans le contexte de l'époque et effectivement, on a beaucoup de mal aujourd'hui à pouvoir imaginer, tout ça, ouais. Mmh. Donc ça, c'est très intéressant et il y avait également une petite chose sur laquelle je voulais revenir avec vous parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui revient très souvent, et donc je voulais vraiment avoir votre avis et votre explication là-dessus. Ça concerne Jacques Portefaix, donc ce petit garçon, qui a été, remarqué, hein, pour avoir, survécu à la bête et même sauvé d'autres enfants autour de lui, quand il y a eu cette attaque de bête. Mais il va se passer des choses étranges avec ce gamin. On a l'impression qu'il a vu quelque chose qu'il aurait pas dû voir. On l'exfiltre un petit peu du Gévaudan en l'allant se faire éduquer, en fait, aux frais de l'État dans une école militaire. On sait qu'à un moment donné alors on sait pas, mais on il se dit qu'il aurait écrit un livre, en fait, dans lequel une sorte de journal dans lequel il aurait rédigé, des choses au sujet de cette attaque, manuscrit, qu'on n'aurait jamais retrouvé. Comment on peut imaginer, ce qui s'est passé avec Jacques Portefaix? Alors, faut savoir que Portefaix, dans sa famille, il y a beaucoup d'ecclésiastiques et notamment, vous avez le confesseur ou le prêtre qui va chez les Morangiers. Je dis ça, je dis rien, hein. Après, Portefaix, c'est un héros. C'est probablement le seul héros, enfin un des rares héros de cette histoire. Et effectivement, il va protéger ses camarades, très courageux lui-même. Et en fait, eh ben, c'est effectivement inexplicable. Il va être exfiltré très rapidement. Il n'a pas le temps. C'est une époque, c'est le début d'affaires, c'est l'époque où on cherche à savoir quel est vraiment l'animal. Donc, tout le monde est avide d'avoir des descriptions, des avis, des renseignements sur l'animal. Et personne n'en a. Et donc le petit portefeuille, pour le coup, l'animal était juste devant lui, hein. Donc, il est à même de décrire ce qu'il a vu et personne ne lui demande rien. Il y a aucune description. Et effectivement, il reste pas dans le Gévaudan, il va être exfiltré
et il va être effectivement envoyé faire son éducation bien loin des lieux, et il finira soldat. Il aura une carrière de soldat, mais il sera toujours un peu, comment je dirais, sous-évalué, et il va mourir dans des circonstances très curieuses, probablement empoisonné. Et donc, effectivement, ce gamin-là, il avait sûrement arrondi, effectivement, qu'il aurait écrit au roi pour lui dire que la bête était un homme, ou qu'il y ait une autre version. Mais bon, on n'a pas ces écrits-là, ça reste des on-dit. Mais en tout cas, ce qui est curieux, effectivement, c'est l'exfiltration de ce gamin, sans vraie raison. C'était vraiment très bizarre. Et on peut supposer qu'on l'a vite retiré de là pour pas qu'il parle de trop. Oui, c'est ça. Ça donne vraiment cette impression-là qu'il en savait un petit peu trop et que ce qu'il disait pouvait être un petit peu, j'ai envie de dire, de la dynamite et faire sauter, certaines personnes, en fait. D'autant plus qu'encore une fois, en ayant un oncle qui faisait prêtre ou confesseur chez les Morangiès et ou dans d'autres Mmh. coins, il est probable qu'il a été traîné ses guêtres à Saint-Alban avec son oncle, ou dans d'autres fiefs des Morangiès, ou autres, hein, d'ailleurs, je dis pas que Morangiès. Et il est possible que sur place, il ait peut-être vu des chenilles avec des animaux dedans, et que il a fait un rapprochement avec ce qu'il avait vu. Donc dans ce cas-là, évidemment, il fallait pas qu'il parle de trop, et tout le monde s'est arrangé pour qu'il parte. Je pense Mmh. que c'est effectivement l'explication la plus logique, parce que sinon ils auraient donné, comme ils faisaient toujours, ils donnaient une prime d'argent, et puis voilà, quoi, tout le monde était content, voilà. Sauf que lui, il part directement. Lui, on dit: on va effectivement, le roi dit: «On va se charger», enfin le roi, en tout cas son gouvernement, va dire: «On va se charger de ton éducation, allez hop, pour le récompenser, on va le chercher, on l'embarque». Et les autres enfants qui étaient avec lui ce jour-là, le jour de l'attaque, eux, on n'a jamais eu de témoignages de leur part. On sait qu'ils reçoivent de l'argent, hein. Je crois qu'il y a 300 livres qui sont donc sur ordre du roi, donnés à ses enfants, qui sont partagés entre eux. Mais il y a aucun témoignage de ces gamins qui disent: «Tiens, ce jour-là, on a vu ça, ça ressemblait à ça». Non, 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 on n'a aucun témoignage de personnes, et aucune description d'animal. Effectivement, ça prête à débat, et moi aussi, hein. Moi, le premier, je trouve ça très curieux. D'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin, hein, le portefaix, même l'histoire avec la femme jouve et tout ça. Il y a beaucoup de choses très curieuses, hein, dans cette affaire-là. Bah, en tout cas, c'est vrai que votre livre est vraiment passionnant et on a, je trouve, on voit l'affaire, en fait, sous un autre angle, et vraiment, moi, je trouve que le final, bah, il est très cohérent, en fait. Il est très cohérent et ça donne envie de j'ai pas envie de croire, mais oui, qu'en fait, vous avez touché je pense, la vérité dans cette histoire-là, quoi. Tout se tient et les pièces de ce puzzle, en fait, se mettent en place et c'est très, très cohérent. En tout cas, c'est vraiment très intéressant, ce que vous y racontez. Le principe du livre, c'est de pas se disperser. Parce que moi, vous voyez, Mmh. on a fait plusieurs émissions. À chaque fois, on part un peu partout, puis on dit, après coup, moi, le premier, je me dis: «Tiens, j'aurais dû y dire ça, j'aurais pas», vous voyez? Alors que le livre, bon, j'ai eu mon temps pour mettre tout en place, et vous verrez, pour ceux qui me feront le plaisir de lire le livre, que les rouages s'imbriquent les uns avec les autres, et que ça donne une mécanique normale qui marche bien. Il y a aucun moment dans mon déroulement, je pense, le grain de sable qui empêche. Donc, vous voyez, tout s'embrique les uns avec les autres, et tout est limpide. Tout est expliqué. Et le problème, souvent, dans les livres d'historiens ou de passionnés, souvent, ça n'explique pas tout. Ça explique une partie de l'affaire. Si vous partez du principe que ce sont des loups, un ou des loups qui tuent, vous n'expliquerez que 50 de l'affaire. Vous pouvez pas expliquer les cadavres constitués, vous pouvez pas expliquer les chasses bidonnées, vous pouvez pas, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas expliquer. Vous pouvez Mmh. pas expliquer, et enfin si, vous pouvez expliquer, mais comment faire croire que des loups attaquent à coups de patte, voyez, toutes ces choses-là, tout ce que je vous ai décrit auparavant, tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc si vous partez par exemple sur le fait d'un loup,
ou des loups, vous n'expliquerez que 50% de l'histoire. Si vous partez d'un homme seul qui tue, un serial killer, si vous voulez, vous n'expliquerez que 50% de l'histoire. Là également, pour avoir toute l'histoire, si vous partez d'un principe d'un homme avec un chien pour faire les attaques, vous n'expliquez qu'une partie de l'histoire également. Et il faut vraiment l'ensemble pour bien tout comprendre. Et il faut bien cloisonner. Et quand vous regardez la première partie de l'histoire, où je vous dis que c'est un grand félin qui attaque, vous verrez que les descriptions d'attaque dans le temps ne sont plus les mêmes. On ne parle plus de combat, des choses comme ça, vous voyez. On a affaire à une espèce très différente. Vous avez félin au départ sûrement en parallèle pendant un moment, puis après tout seul, vous avez les chiens qui ont été utilisés pour semer la terreur et la mort, pour créer du tort au roi, pour se venger des malheureux qui habitaient Mende et qui ont demandé la mort de certains. Vous voyez, donc tout ça est cohérent si vous prenez le temps de réfléchir et pas vous dire bêtement c'est un loup et voilà, tout le reste c'est parce que moi ce que j'avais entendu dire quand j'étais gamin, les gens se justifiaient en historien en disant bon oui non mais tout ça après c'est des blagues, c'est de la superstition. Mais les historiens, moi je dis historiens mais c'est une façon de parler, hein, et les gens qui ont travaillé sur cette histoire, ils le font comme moi aujourd'hui, hein, avec un café à côté de moi. Et puis voilà, vous êtes tranquille, vous risquez rien, vous avez rien à craindre. Les gens qui vivaient à l'époque étaient dans une terreur complète. Ils vivaient tout le temps. Il y avait pas un truc tout bête, il n'y avait pas de toilette. Si vous vouliez vous soulager, il fallait aller dehors, il fallait sortir de la maison. Et quand vous sortez de la maison, oui, alors que vous savez que vous avez un tueur d'hommes qui est à côté ou pas loin, vous imaginez, vous êtes pas tranquille, hein, pour aller faire pipi, hein. Ouais, oui, c'est vrai que ça devait être on devait y réfléchir à 2 fois effectivement, ouais. Ouais, en tout cas, c'est un livre passionnant qu'on retrouve, sur Amazon, qui s'appelle donc, La Bête du Gévaudan, le verdict du dresseur, puisque donc vous êtes, dresseur, d'animaux. Donc effectivement, bah, vous avez dans ce livre-là, donné un petit peu toutes les étapes et puis vos réflexions en fait, en rapport avec le métier que vous avez eu et puis cette affaire-là pour arriver à cette conclusion et qui je trouve est vraiment, vraiment très intéressante et qui va je pense, bah oui, faire réfléchir plus d'un en fait sur cette affaire-là, puisque je pense que vous avez touché du doigt la vérité. En fait, du moins, on a envie de le croire parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit encore une fois, très très bien écrit, très bien fait. Et puis d'avoir choisi l'angle du roman, c'est voilà, même les gens qui vont se dire ah un énième bouquin chiant à lire, non vraiment, vous allez être plongé avec ce personnage dans cette époque, vous et j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment super quoi. Donc très très beau livre à retrouver donc sur Amazon, c'est ça ou on peut l'acheter également ailleurs peut-être? Ah, peut-être plus tard, mais là, pour l'instant, il est distribué par Amazon. C'est un livre qui a été fait avec la collaboration de Marilyn L, qui est Pierre-Antoine Courube. Je te signale parce que ils m'ont vraiment aidé à finaliser et à éditer ce livre. Donc là, oui, pour l'instant, on ne trouve que sur Amazon. Alors, je sais que certains sont un peu contre ces centrales d'achat, mais pour l'instant, j'ai pas d'autre choix. Après, je pense, moi, je suis ouvert au débat pour une raison toute simple, c'est que je peux répondre pratiquement à peu près toutes les questions-réponses. Et je n'hésiterai pas à le faire si vous avez des questions à poser après le visionnage de l'émission. Bon après, bon, c'est vrai qu'il y a toujours un ou deux, un ou deux trucs stupides. Bon, ouais, je passe à côté et puis voilà. Mais si vous voulez entamer le dialogue de façon intelligente, je serai là et tout à fait disposé. Et bah, t'as vu, Damien, même encore maintenant, je réponds alors que ta vidéo a 2 ans, quoi. Mais ouais, Ouais, ouais. on peut dialoguer. Moi, je suis ouvert au dialogue. Si vous voulez des explications, alors je pourrais vous expliquer certains points de vue. Et puis voilà quoi, mais ça, faut que ça soit constructif, hein. Si c'est juste pour des choses bêtes, ça Très bien. Et ben voilà, donc n'hésitez pas, vous qui avez regardé cette émission, à laisser des commentaires sous la vidéo. Donc et puis bah, Daniel vous répondra et vous pourrez obtenir donc peut-être plus de détails. Mais en tout cas, je vous encourage à acheter le livre et à le lire
parce que vous allez voir, c'est vraiment fantastique. Vous êtes transporté au temps de la bête et vous allez en apprendre vraiment beaucoup dessus, croyez-moi, et surtout avec ce final qui est assez explosif, j'ai envie de dire, puisque là, tout est vraiment, enfin, comme vous l'avez dit, hein, tous les rouages se mettent en place et on a ce final où on se dit, bah oui, en fait, c'est presque logique. Enfin voilà, mais c'est très très bien écrit. Encore une fois, vraiment bravo Daniel, parce que c'est vrai qu'à l'époque vous en parliez un petit peu. Ah, peut-être un jour j'écrirai dessus. Là c'est fait et ça a été très très bien fait. Donc vraiment bravo pour ce livre et merci encore pour le temps que vous m'aviez accordé il y a 2 ans et pour le temps que vous m'avez accordé ce soir pour cette émission. Merci beaucoup. Bravo. C'est vraiment, vraiment, vraiment avec plaisir. Eh ben Et merci beaucoup. merci pour toutes ces bons retours. Ça me touche, ça pas forcément l'air, mais ça me touche vraiment beaucoup. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup à vous. Et puis, donc, on le rappelle, le livre, donc, le lien est dans la description pour se le procurer. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Et merci encore beaucoup, Daniel, pour le temps que vous m'avez accordé, votre gentillesse. Merci. Merci à vous. Au revoir. À très bientôt. Salut tout le monde.